Yes, good morning everyone. Bonjour à tous et toutes. Bon après-midi, en fonction de où vous êtes sur le continent. Et bienvenue à notre premier séminaire. C'est un honneur et un plaisir de vous avoir tous et toutes ici. Ça, c'est un événement qu'on a voulu organiser depuis bien longtemps. Je pense ça fait à peu près 6 mois qu'on collabore avec l'Institut Gates. Et on est vraiment heureuse de lancer ce séminaire. On aimerait l'organiser une fois par mois, la dernière semaine de chaque mois. Et on commence aujourd'hui avec le professeur Anastasia Gage. On est vraiment très heureuse de compter sur sa participation. Et vous pouvez voir dans la fenêtre de chat, vous voyez qu'il a des instructions sur l'interprétariat en français. Donc si vous voulez écouter, si ce n'est pas déjà le cas, la traduction simultanée, vous pouvez choisir le canal français. Si vous préférez écouter la version en anglais, vous pouvez rester dans le canal anglais. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi les taper dans le chat. Et juste en bas du menu sur Zoom, il y a un question et réponse, une icône question et réponse. Donc moi, je suis Estelle Monique, je suis basée à Nairobi. Je travaille sur la santé maternelle et néonatale. Je suis aussi coprésidente du panel sur la santé sexuelle et reproductive de l'USAID. Et je crois qu'on est bon, je pourrais présenter mes collègues plus tard, mais rapidement, j'aimerais vous dire que les objectifs de ce panel sont vraiment d'impliquer les démographes et les enthousiastes de la santé de la population autour d'une discussion ouverte sur différents sujets liés à la santé sexuelle et reproductive et le développement, la croissance démographique. Et aujourd'hui, donc, le docteur Gage nous accompagne et va nous parler des grossesses chez les adolescentes. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui et quelles sont ces indications en programmatique pour les femmes, les jeunes femmes. Donc, Anastasia, vous avez à peu près 30 minutes ou 40 minutes maximum, si possible. 30 minutes, ce serait mieux, mais vous pouvez donc faire votre présentation et ensuite on aura une série de questions et réponses. Vous pourrez, le public, utiliser le bouton, l'icône questions-réponses dans votre Zoom. Donc pour présenter le docteur Anastasia Gage, elle est basée à l'université de Tulane, à l'école de santé tropicale et de médecine. Elle travaille donc sur la santé maternelle sur le continent africain. Elle travaille aussi dans le suivi et évaluation des programmes de VIH dans les pays en voie de développement et aussi sur les politiques et programmes de santé de l'adolescent. Elle travaille en République démocratique du Congo, au Ghana, en Éthiopie, en Ouganda, au Zambie, en Jamaïque. Beaucoup de pays qui sont sur le continent, à part la Jamaïque bien sûr. Et le professeur Gage a été coordinatrice d'un progrès autour de ces sujets. Donc, elle est aussi investigatrice principale à Tulane sur des sujets qui sont financés par l'USAID. Elle a conduit 2 évaluations au Kenya. En 2015, elle était présidente de l'ISSP. Elle a aussi fait partie du comité consultatif de l'INED. Elle travaille aussi avec les Nations Unies. Donc elle a, comme vous pouvez le voir, énormément d'expérience et on est vraiment très heureux de vous avoir parmi nous, Dr. Gage. Je vais vous donner la parole pour nous présenter donc vos travaux. La parole est à vous. Merci beaucoup pour cette présentation très détaillée.
Donc, la présentation d'aujourd'hui concerne les normes perçues, le pouvoir d'action personnel et les intentions de planification familiale en postpartum chez les adolescents de 15 à 24 ans à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Avant de commencer, je voudrais remercier mes co-auteurices, Francine Wood, qui au moment de la rédaction du rapport était à l'université de Tulane, et Pierre Akilimali à l'école de santé publique de l'université de Kinshasa. Cette recherche a été financée par la fondation Bill et Melinda Gates, donc dans le cadre d'un projet Momentum, qui est un projet qui se focalise sur la transformation des normes de genre. Donc ça a été conduit à Kinshasa. J'aimerais aussi vous dire que les opinions exprimées ici ne sont pas nécessairement celles de la Fondation, et la Fondation n'a joué aucun rôle dans la conception de l'étude, ni dans la collecte, l'analyse et l'interprétation des données, ni dans la rédaction du rapport, ni dans le processus de publication. Les grossesses non désirées sont un problème de santé mondial. On estime qu'elles s'élèvent à 10 millions ou plus chez les filles de 15 à 19 ans par an. Et dans 57 pays qui mettent en œuvre l'enquête démographique et de santé, 3 femmes sur 5 ont des besoins non satisfaits de contraception juste après un enfantement. Donc la planification familiale postpartum, qui se définit généralement comme la prévention d'une grossesse non désirée et des grossesses trop rapprochées dans les 12 mois qui suivent une naissance, elle est largement reconnue comme une stratégie clé pour réduire les besoins non satisfaits de contraception. Mais l'adoption de la planification familiale postpartum est faible dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. À peu près 41%. Donc, les jeunes femmes, les adolescentes sont particulièrement vulnérables. Elles peuvent avoir un manque de connaissances, une expérience limitée de la vie à leur âge, et puis les idées reçues aussi sur la contraception moderne et les normes culturelles et religieuses et communautaires qui condamnent les relations sexuelles et les grossesses avant le mariage peuvent restreindre l'utilisation de la planification familiale. Et puis, les adolescentes ne pourraient pas avoir suffisamment de pouvoir d'action et d'autonomie pour contrôler et négocier l'utilisation de la planification familiale. Donc, le contexte de la RDC en 2014, c'est que le pays avait un très haut taux de natalité chez les adolescentes, 138 femmes pour 1000 entre 15 et 19 ans, et 24 ans, pardon, de 28 à 33%. Il y avait aussi énormément de besoins non satisfaits chez les femmes mariées. Mais le pays a des taux d'accouchement en structure très élevés. Mais malgré ça, la mortalité maternelle est très élevée. Donc les besoins non satisfaits de planification familiale chez les femmes entre 15 et 24 ans sont très élevés. Et en RDC, 2 naissances sur 5 après le premier enfant ont lieu à moins de 24 mois d'intervalle avec la naissance précédente. Et comme on sait, un si court délai entre une naissance et une grossesse pose un risque de santé. Donc le premier objectif de cette étude, c'est d'abord d'examiner le lien entre les normes perçues et la capacité d'action personnelle. Et l'objectif secondaire, c'est aussi de comprendre les attentes normatives. Je vais définir ces termes aux diapositives suivantes. Par exemple, dans de nombreux pays, particulièrement en Afrique subsaharienne, la société attend de nous, attend des gens qu'ils prennent soin de leurs parents quand ils deviennent plus âgés. Ça, c'est une norme, une attente normative.
Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est tester l'interaction entre les normes injonctives et les sanctions sociales du fait d'utiliser la planification familiale postpartum. Alors, notre analyse a été guidée par le modèle intégré de prédiction comportementale. Certains d'entre vous le connaissent peut-être, c'est une extension de la théorie du comportement planifié et de l'action raisonnée. Donc, et dans le modèle intégré, l'intention d'utiliser la planification familiale est déterminée par 3 facteurs principaux: les attitudes, les normes et la capacité d'action personnelle. Alors, pour l'attitude, il y a 2 types d'attitudes différents et je vais les définir à la diapositive suivante: les attitudes expérientielles et les attitudes instrumentales. En ce qui concerne les normes, il y a les normes injonctives et descriptives, et pour la capacité d'action, elle comprend 2 éléments, à la fois le contrôle perçu et l'auto-efficacité. Alors, les connaissances, les compétences, la prépondérance de l'utilisation de la planification familiale, eh bien, on sait aujourd'hui qu'elles ont un impact direct sur l'utilisation de la planification familiale et comme c'est le cas pour les contraintes environnementales et l'habitude aussi. Donc on voit ici que les facteurs sociaux et les variables démographiques ont une influence indirecte. Elles affectent donc les normes sur les attitudes et la capacité d'action personnelle. Alors ici, vous avez la définition des concepts du modèle intégré. Une attitude expérientielle, c'est le fait de croire qu'utiliser ou avoir l'intention d'utiliser la planification familiale, c'est associé à des sentiments positifs ou négatifs. Une attitude instrumentale, c'est le fait de croire qu'utiliser la planification familiale postpartum est associé à certains attributs ou résultats. Une norme injonctive, c'est le fait de croire qu'un référent est favorable ou défavorable à la planification familiale postpartum, et c'est aussi la motivation de la personne à se conformer aux souhaits du référent. Une norme descriptive, c'est le fait de croire que la plupart des gens utilisent ou non, ou ont l'intuition d'utiliser ou non, la planification familiale. Et le contrôle perçu, c'est tout simplement ça, à quel point on croit qu'on a le contrôle de notre utilisation de la planification familiale. Et l'auto-efficacité, c'est le fait de croire en sa propre capacité à utiliser la planification familiale. Alors, les données analysées dans cette étude sont tirées de l'enquête de base sur le projet Momentum, qui a été menée entre septembre et novembre 2018. Et l'échantillage était à dessin ici. Des femmes ont été recrutées entre 15 et 24 ans, 2418 femmes. Au moment du recrutement, elles étaient enceintes d'environ 6 mois. Elles n'avaient jamais eu d'enfants. Elles ont été recrutées au niveau communautaire et aussi dans certaines formations sanitaires sélectionnées. La plupart, je dirais 90%, ont été recrutées au niveau communautaire. Les données ont été collectées sur 6 zones de santé à Kinshasa. Leur nom est sur la diapositive. Et l'étude a reçu l'approbation éthique de l'École de santé publique de Kinshasa et de l'Université de Tulane. Le consentement éclairé de toutes les participantes a été obtenu par écrit avant l'entretien. Alors, comment est-ce qu'on a défini ces concepts dans l'enquête Momentum? Alors, les attitudes instrumentales, eh bien, en fait, ce sont les mythes et les idées reçues qui ont été rejetées par les nouvelles mères. On a enregistré 8 idées reçues et puis on les a évaluées selon une échelle à 4 degrés, de 1 à 4, par exemple, d'accord, pas du tout d'accord, etc. En ce qui concerne les normes injonctives, eh bien, on les a mesurées en demandant d'abord aux participants d'énumérer jusqu'à 5 personnes qui étaient importantes pour elles en général, ou aussi pour décider spécifiquement si elles allaient ou non utiliser la contraception. Et donc, on leur a demandé, on appelle ces personnes des référents, on leur a demandé
si chacun de ces référents serait favorable ou défavorable à ce qu'elles utilisent une méthode contraceptive sous 6 semaines après l'enfantement. Et en ce qui concerne la motivation à se conformer, on a demandé, pouvez-vous me dire si vous êtes d'accord, entièrement d'accord, pas d'accord ou pas du tout d'accord avec la déclaration suivante. En ce qui concerne la contraception, je vais faire ce que ce référent veut que je fasse. Donc, pour les sanctions sociales, on les a mesurées par une question sur... Pardon, je perds ma voix. Sur une question si la communauté dirait du bien ou du mal des femmes qui utilisent la planification familiale postpartum dans les 6 semaines après un enfantement, ou si la communauté serait indifférente. Et pour les attentes normatives, eh bien, ce sont des croyances de ce que les autres pensent que quelqu'un devrait faire. Et elles ont été mesurées donc dans cette étude aussi. On a aussi mesuré des normes descriptives. Ce sont des croyances. Et en fait, on a mesuré ça en demandant aux participantes combien d'autres nouvelles mères utilisaient la contraception. Le contrôle perçu, alors ça, on a trouvé que ça allait de pas du tout à entièrement. Les femmes avaient le sentiment d'avoir complètement le contrôle sur leurs décisions ou pas du tout. Et l'auto-efficacité, ça c'est le niveau de confiance des femmes, des nouvelles mères, en leur propre capacité à mettre en œuvre leurs intentions de planification familiale dans les 6 premières semaines après l'enfantement. Par exemple, est-ce que la nouvelle mère se sent très, très à l'aise avec le fait qu'elles vont faire telle ou telle chose qui était dans notre questionnaire. Donc, tout à l'heure, on va parler un peu plus en détail de ces différentes intentions. Et en ce qui concerne l'autonomie, eh bien, l'autonomie, c'est le fait de ne pas être soumis à une influence ou à un contrôle externe. Et on a mesuré ça à travers la question qu'on a posée pour chaque référent. Si cette personne que vous avez mentionnée ne voulait pas que vous utilisiez une méthode de contraception dans les 6 semaines après votre accouchement, est-ce que vous le feriez quand même? Donc, ces réponses ont été résumées. Voilà, on a résumé les réponses selon ces 5 différents concepts. Alors, qu'est-ce que signifient les intentions de planification familiale? Comment est-ce qu'on a défini ça dans cette enquête? Ici, elles sont définies, ces intentions, comme l'utilisation d'une méthode contraceptive dans les 6 semaines suivant l'enfantement, soit le début de la période postnatale, quand les besoins non satisfaits de contraception sont les plus élevés. Et cet indice d'intention de planification familiale reflète 5 éléments probables du processus de décision. D'abord, parler avec son conjoint ou dans le mois suivant, parler avec un prestataire de santé, utiliser la planification familiale dans les 6 semaines après l'enfantement et puis utiliser la planification familiale même pendant l'allaitement. Et j'ai oublié se rendre dans une formation sanitaire aussi pour obtenir une méthode. Les réponses donc vont de très probable à très peu probable. Donc on a codé ces réponses à l'envers pour créer une échelle additive des intentions de planification familiale. Donc plus l'indice est élevé, plus l'intention de planification familiale était élevée aussi. Donc ça, ce sont les autres variables qu'on a analysées. Je ne vais pas toutes les lire ici, mais bien sûr, ce sont les variables habituelles, mais on a aussi l'exposition au message de planification familiale, le bien-être économique du ménage, la zone de santé de résidence, si la grossesse était désirée ou non, et aussi l'exposition aux conseils sur l'espacement des naissances dans les 6 derniers mois. Alors, en termes d'analyse statistique,
on a analysé les facteurs explicatifs pour déterminer s'il y avait des associations entre les éléments de chaque indice et comment ils se regroupaient. Donc, on a utilisé une valeur propre de 1 pour déterminer le nombre de facteurs latents pour chaque indice et un coefficient de saturation de 0,3 pour retenir les éléments de chaque facteur. On a utilisé le coefficient alpha de Cronbach pour mesurer la cohérence interne de l'indice et les statistiques descriptives sont présentées comme moyenne, déviation standard et pourcentage. Pour les tableaux à 2 variables, on a observé l'association des normes perçues et la capacité d'action au pourcentage des participants qui ont répondu très probable aux questions sur l'intention. Donc, on a estimé 2 modèles de régression linéaire multivariable. Le premier comprend toutes les variables et le deuxième modèle ajoute des termes d'interaction. Donc, la première interaction est entre les groupes ethniques et les normes injonctives. Et les attentes normatives, le deuxième groupe entre les normes injonctives et la perception que la communauté est favorable ou non, et le troisième, le statut conjugal et la tranche d'âge. Et chaque terme d'interaction, on a effectué des tests de signification conjointe. On a utilisé Stata, la version 15, pour cette analyse. Alors, parlons d'abord de notre instrument. Alors, donc tous les indices qui représentent les concepts du modèle intégré ont montré une cohérence interne acceptable selon le coefficient alpha de Cronbach qui est supérieur à 0,70. Et vous voyez que l'indice moyen des attentes normatives est de 11 sur un maximum de 16. Et ça veut dire qu'il y avait de très fortes attentes normatives, de manière générale, autour de la planification familiale postpartum, au début de la période postpartum. Et pour l'indice de l'autonomie, vous voyez, il y avait un maximum de 5. Et ici, vous voyez que, en moyenne, sur 3 référentes sur 5, la nouvelle mère indique qu'elle utiliserait quand même la contraception dans les 6 premières semaines après son enfantement, même si ses référents y étaient opposés. Donc l'autonomie en matière de planification familiale semble relativement élevée. Donc, parlons maintenant de certaines caractéristiques sociodémographiques des participantes. Disons, environ 59% étaient des nouvelles mères mariées ou qui vivaient avec leur partenaire et plus d'un quart n'avaient jamais été mariées. 2 nouvelles mères sur 5 ont terminé l'école secondaire ou ont un niveau d'études supérieures. 82% ont rapporté que leur grossesse n'était pas désirée. À peu près la moitié n'avait jamais utilisé la contraception et environ la moitié n'avait jamais été conseillée sur l'espacement des naissances ni sur la planification familiale dans les 6 derniers mois précédant l'enquête. Et près d'un tiers avaient reçu des conseils sur les 2 sujets, à la fois la planification familiale et l'espacement des naissances. Donc, je n'ai pas montré toutes les caractéristiques ici, mais il y en a 2 que j'aimerais mentionner ici. Environ 2 nouvelles mères sur 5 considèrent elles pensent que les membres de leur communauté sont contre l'utilisation de la planification familiale en postpartum et seulement 12% pensent que plus de la moitié des jeunes nouvelles mères de leur communauté utilisent la contraception dans les 6 premières semaines après leur enfantement. Donc, le contrôle perçu il me semble, des décisions sur la planification familiale est relativement élevé
46% des participantes pensent qu'elles auront entièrement contrôle sur l'utilisation de la contraceptive dans les 6 semaines qui suivent leur enfantement. Alors maintenant, passons aux résultats bivariés. Puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas présenter toutes les diapositives, je vais en sauter quelques-unes. Mais dans la prochaine série de diapositives, on va se focaliser sur l'indice des intentions et sa relation avec la capacité d'action personnelle. Donc, pour mieux comprendre les résultats, on a divisé en 3 groupes, une catégorie faible, intermédiaire et élevée. Alors, la prochaine diapositive montre le pourcentage des nouvelles mères qui ont déclaré avoir très probablement des intentions spécifiques en matière de planification familiale en fonction des normes injonctives. Donc, quand il y a de faibles normes injonctives, c'est représenté par la barre en bleu et la catégorie élevée est représentée par la barre en gris. Et ce qu'on voit, c'est que généralement, il y a très peu de différence dans la prévalence de chaque intention entre la catégorie la plus faible et la catégorie intermédiaire. Mais quand on passe de la catégorie intermédiaire à élevée, alors, dans les normes injonctives, alors le pourcentage se multiplie pour les nouvelles mères qui ont dit qu'elles allaient très probablement parler de la planification familiale avec leur conjoint. Donc, on a vu que s'il y a une approbation, une favorabilité élevée, eh bien, les chiffres sont multipliés presque par 2. Et ça, c'est vrai dans tous les aspects de l'intention. Qu'on parle du fait de discuter en fait avec son partenaire ou qu'on parle de parler avec du prestataire de santé ou de l'intention d'obtenir ou d'acheter une méthode de planification familiale au début de la période de postpartum ou que ce soit utiliser la planification familiale postpartum ou d'utiliser même pendant l'allaitement. Par exemple, si quelqu'un a dit qu'elle allait très probablement utiliser la contraception même si elle allaite, eh bien ça augmente de 8% parmi les femmes qui font partie dans la faible catégorie des normes injonctives à 40% parmi celles qui se trouvent dans la catégorie qui ont manifesté de fortes normes injonctives. Donc, sur la prochaine diapositive, ça parle donc de l'approbation de la communauté, enfin de la perception de l'approbation de la communauté. Donc ça, c'est savoir si les femmes pensent que la communauté pense que la communauté donc, est favorable ou défavorable ou indifférente. On peut voir ici que si la nouvelle mère pense que la communauté approuve, est favorable à l'utilisation de la planification familiale par les nouvelles mères dans les 6 semaines qui suivent l'enfantement, alors il y avait plus de femmes, de nouvelles mères qui prévoyaient, qui avaient l'intention de parler de cette décision avec leur partenaire dans le mois prochain. Et si la communauté était indifférente, eh bien, concernant cet élément spécifique de l'indice des intentions, ça représentait juste 9% qui ont dit qu'elles avaient l'intention d'en parler. Et on a vu très peu de différence également, là aussi, entre les nouvelles mères qui croyaient que la communauté était en désaccord et celles qui pensaient que la communauté était indifférente. Et ça, c'est vrai, c'est le cas dans chaque élément des intentions, chaque type d'intention. Que ce soit l'intention de parler, d'acheter, d'utiliser la planification familiale en postpartum. Donc maintenant, je vais vous montrer les associations des bivariés entre les attentes normatives et chaque élément d'intention autour de la planification familiale, bien sûr. Donc ce qu'on voit ici, c'est que
de 4 à 11 fois plus de nouvelles mères ont déclaré qu'elles allaient très probablement parler, obtenir et utiliser la planification familiale si elles étaient catégorisées comme ayant de hautes attentes normatives plutôt que de faibles attentes normatives. Et ça, c'est une association très, très forte au niveau bivarié. Alors, en termes de normes descriptives, on a la perception. Donc, on parle ici de la perception des nouvelles mères sur combien, si la plupart, plus de la moitié d'autres nouvelles mères dans la communauté utilisent la planification familiale ou en passepartout, bien sûr, ou Pardon, je fais un détour, mais voilà. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que les intentions de planification familiale étaient à peu près 2 fois plus élevées, 2 fois plus prévalentes pour chaque élément d'intention, chaque type d'intention, si la nouvelle mère pensait que plus de la moitié des autres femmes comme elle dans leur communauté, du même âge, si plus de la moitié d'entre elles utilisaient déjà la planification familiale en postpartum, alors leurs intentions étaets considérablement plus élevées dans ce cas-là, en comparaison aux autres groupes. Alors, cette diapositive-là parle du contrôle perçu sur l'utilisation de la planification familiale au début de la période postpartum. Et donc on voit ici, on observe des résultats similaires en termes de contrôle perçu. Soit la nouvelle mère pensait qu'elle n'avait aucun contrôle, un peu, ou du contrôle complet. Enfin, c'est sur une échelle à 4 degrés. Alors, on peut voir ici que beaucoup plus de femmes avaient l'intention de discuter ou de parler, obtenir ou utiliser la planification familiale si elles avaient le sentiment d'avoir entièrement contrôle par rapport aux femmes qui pensaient ne pas avoir du tout de contrôle. Et en termes d'auto-efficacité, ou disons l'auto-efficacité perçue d'utiliser la planification familiale, on a observé des différences. On a observé les différences et on a vu qu'il y en avait peu. Et le pourcentage des nouvelles mères qui ont déclaré avoir l'intention très élevée de discuter, d'avoir des intentions de planification familiale, on voit une très grande différence entre la catégorie faible et la catégorie élevée. Et ici, on compare les barres bleues et grises. Alors, en ce qui concerne les résultats des multivariés ou de multivariables, ici, alors, le premier modèle, c'est le modèle de base. Et on montre à la fois les coefficients ajustés et une intervalle de confiance de 95%. Le premier résultat, c'est que les normes injonctives ne prédisent pas de manière significative les intentions. Alors que la perception que la communauté est favorable est bien plus déterminante. Donc si la nouvelle mère perçoit que la communauté est d'accord, soutient, est en faveur de la planification familiale, elle a statistiquement, significativement, elle avait moins de chance si elle pense que la communauté n'était pas en faveur. Donc, en termes de normes descriptives, les nouvelles mères qui perçoivent que plus de la moitié d'autres femmes, d'autres nouvelles mères dans la communauté utilisent la planification familiale dans la communauté, si elles perçoivent ça, elles ont plus de chances
d'avoir des intentions de planification familiale. Pour les attentes normatives, qui reflètent donc en fait ce qu'on pense que les autres pensent qu'on devrait faire, eh bien, ces attentes normatives sont associées à une augmentation significative des intentions de planification familiale après avoir contrôlé toutes les autres variables. Et on peut voir que si la communauté, si on se réfère au modèle 2, si la communauté est défavorable à la planification familiale, alors les croyances, la perception de l'approbation, c'est ce qui est la norme injective, devient significativement plus important quand la communauté est en désaccord, quand elle ne soutient pas la planification familiale. Alors, en termes de contrôle perçu, et cette diapositive, c'est la suite du modèle précédent, et elle montre aussi les résultats sur la capacité d'action personnelle. Donc, vous voyez que donc si une nouvelle mère pense qu'elle a un contrôle complet, elle a beaucoup plus de chances d'avoir des intentions de planification familiale. On a aussi vu une association positive entre l'auto-efficacité de planification familiale postpartum et les intentions de l'utiliser. Donc, quand on voit le résultat ajusté ici, on voit que le modèle peut expliquer à peu près la moitié des variations dans les intentions, dans l'indice d'intention de planification familiale postpartum. Ce qui n'est pas montré ici, ce sont les bêtas standardisés. Et il suggère que l'auto-efficacité et les attentes normatives représentent plus de variations dans les intentions de planification familiale postpartum que les normes descriptives, 66% en général au total, alors que les normes descriptives représentent 4% et la perception du contrôle comportemental, donc le contrôle perçu, c'est 8%. Et enfin, les résultats montrent que plus la nouvelle mère est autonome, plus elle a l'intention d'utiliser la planification familiale. L'autonomie perçue représente 5% des variations expliquées dans les intentions de planification familiale. Donc, on arrive maintenant à la dernière section de notre présentation, donc c'est-à-dire la discussion, les limites et les implications programmatiques de l'étude. Alors, moi, je me suis intéressée au rôle de l'influence sociale sur les intentions de planification familiale des adolescentes et des nouvelles mères, jeunes donc. Et puis, nos résultats soulignent aussi l'utilité de discerner les différentes sources d'influence normative. Les normes perçues et la capacité d'action personnelle sont davantage associées aux intentions de planification familiale postpartum que les déterminants sociaux communs, comme de la santé, comme l'éducation, le niveau de bien-être économique, le lieu de résidence et l'âge. Et les attentes normatives et la perception que la communauté est favorable sont beaucoup plus importants que l'approbation des personnes référentes clés. On a aussi trouvé des effets de modération significatifs. Quand les femmes pensent que la communauté n'est pas favorable à la planification familiale postpartum, alors l'association entre l'approbation perçue des référents et les intentions de la planification familiale est magnifiée. Donc les résultats de cette étude valident largement le modèle intégré de prédiction comportementale et ils sont en accord avec un vaste corpus de recherche sur les associations entre les normes sociales et les comportements en matière de santé. Les limites de cette étude, c'est que les données sont transversales et corrélationnelles, donc elles ne peuvent pas être généralisées. On a travaillé avec une cohorte, on n'a pas eu d'échantillons systématiques ou aléatoires. On n'a pas fait de distinction entre les normes des pairs et de la famille. On pourrait faire ça dans des analyses ultérieures, mais on a mesuré que les attentes normatives des référents nommés par les participants. Mais il pourrait y avoir d'autres groupes, d'autres référents dont les attentes sont similaires ou différentes de celles des référents, donc d'autres personnes. Et on n'a pas vraiment de données sur les sanctions négatives
encourus par les nouvelles mères si elles ne remplissent pas les attentes normatives sur la planification familiale en postpartum. Et une autre chose importante à mentionner, c'est que les normes peuvent être, ne sont pas nécessairement perçues correctement, vous voyez. Donc, c'est pour ça que il faut vraiment s'assurer que les nouvelles mères qui sont enceintes connaissent les comportements réels en réalité. Et on n'a pas mesuré les attitudes expérientielles. Donc plus de recherche est nécessaire sur ces facteurs de la capacité d'action personnelle. Et en fait, il faudrait aussi s'intéresser à toute la période postpartum, c'est-à-dire les 12 premiers mois après l'enfantement. Alors, quelles sont donc les implications de cette étude ? Eh bien, elle démontre qu'il y a un besoin de programme de création de la demande pour promouvoir la planification familiale postpartum chez les adolescentes et chez les jeunes femmes. Mais travailler sur les intentions, planification familiale à Kinshasa, ça pose un défi parce qu'il y a des normes sociales qui veulent que les femmes devraient avoir autant d'enfants que possible avant de commencer à utiliser la contraception. Et c'est même le cas quand on perçoit négativement les conséquences des naissances rapprochées pour les enfants et les mères. Donc, nous proposons que des interventions de communication soient mises en œuvre pour communiquer clairement la réalité des chiffres sur la planification familiale parce que l'utilisation contraceptive, c'est pas visible et les normes ne sont pas toujours perçues comme elles sont en réalité. Donc, nous pensons qu'il faut impliquer les communautés dans leur ensemble parce qu'il y a des adultes qui ne sont peut-être pas nommés mais qui sont les gardiens de la communauté et qui font respecter les normes sociales et qui peuvent avoir une grande influence sur les intentions et l'utilisation de la planification familiale en postpartum. Et donc, c'est très important de créer des espaces sûrs pour le dialogue, pour faire bouger les normes. Et en fait, la mesure dans laquelle l'intention peut déterminer l'utilisation dépend de la mesure dans laquelle les nouvelles mères peuvent contrôler leurs décisions en matière de planification familiale. Donc, il faut prendre des mesures, mettre en œuvre beaucoup d'efforts pour autonomiser les nouvelles mères en les équipant de connaissances et de compétences pour améliorer leur auto-efficacité et leur contrôle perçu et leur autonomie. Et à la fin, vous avez une liste de références bibliographiques. Si vous avez plus de questions sur les questions spécifiques qui ont été posées dans l'enquête, vous pouvez consulter les appendices de notre étude. C'est tout pour moi aujourd'hui, sauf si vous avez des questions, bien sûr. Notre première question, alors pour les participants qui étaient mariés ou vivaient avec leur partenaire, est-ce que vous leur avez demandé si elles sont tombées enceintes avant d'être mariées ou après? Non, on n'a pas demandé ça. On a juste interviewé nos participantes quand elles étaient à 6 mois de grossesse. La question suivante, est-ce que vous avez trouvé des différences en fonction de l'âge, c'est-à-dire pour la tranche d'âge de 15-19 ans en comparaison à 20-24 ans? Alors, on est en train d'examiner ça, mais plutôt en termes, parce que vous savez, le projet Momentum a mis en œuvre un projet à base communautaire. Et donc, on a un article qui est en train d'être relu à l'heure actuelle qui examine les impacts du projet sur les jeunes femmes de 15 à 19 ans et celles de 20-24, et on a trouvé des différences, particulièrement en termes d'impact du projet sur les normes perçues. On n'a pas vraiment trouvé d'impact sur les normes injonctives, les attentes normatives sur les femmes de 15 à 19 ans qui n'ont jamais été mariées. On n'a vraiment pas trouvé d'impact, mais dans cet article en particulier, on a pris le groupe des jeunes de 15 à 24 ensemble parce qu'on avait beaucoup trop de résultats de manière générale, donc ça devenait un peu confus. Mais si on regarde de près l'âge, il y a des différences, en
en considérant l'impact du projet Momentum sur les résultats de santé, sur l'utilisation d'une méthode contraceptive dans la période élargie du postpartum. Donc c'est une très bonne question et c'est important de regarder à ces résultats de manière plus distincte. Et quelles ressources est-ce que vous pourriez suggérer au public qui est intéressé par ce sujet, par le travail sur les nouvelles mères en particulier? Alors, il y a beaucoup d'articles aujourd'hui qui ont été publiés sur la planification familiale postpartum et je remercie Dieu pour Open Access. On a maintenant accès libre. Il y en a vraiment beaucoup. Mais l'Organisation mondiale de la santé a aussi beaucoup de ressources, de très bonnes ressources sur les messages qui devraient être communiqués autour de la planification familiale postpartum par les prestataires de santé. Il y a aussi un guide sur le fait de décider, sur comment décider quel message devrait être utilisé par des étudiants en soins infirmiers. Nous, on a mené un projet pilote là-dessus et donc nous, on s'est beaucoup basé sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et vous pourrez y trouver beaucoup d'informations sur d'autres travaux qui ont déjà été menés avant. Il n'y a pas beaucoup de travail qui a été mené sur les jeunes de 15 à 24 ans, mais il y a de plus en plus de ressources. C'est en train de changer. Alors, la question suivante. Est-ce que les prestataires de santé ont une influence négative sur l'utilisation de la planification familiale et comment est-ce que cette étude se compare à d'autres? Alors, les prestataires de santé. Pour notre intervention, on a travaillé en étroite collaboration avec le ministère de la Santé en RDC. Ils voulaient avoir un plus haut niveau, un plus haut calibre de prestataires de santé à base communautaire. Donc, on a travaillé avec eux et on s'est basé sur notre expérience d'un projet antérieur qui s'appelait Aqual, qui a aussi été mis en œuvre par l'Université de Tulane sous la supervision du docteur Jane Bertrand. Et l'idée là, c'était de mettre en œuvre donc c'était de travailler avec des étudiants en 3e année de soins infirmiers et donc le ministère de la Santé a beaucoup travaillé là-dessus dans le cadre du projet Aqual et pour le projet Momentum. Nous avons mené des visites à domicile et des sessions de groupe pour identifier les femmes qui étaient enceintes de 6 mois. Et on a intégré la planification familiale et donc des interventions de planification familiale et des interventions de santé maternelle et infantile. Donc, concrètement, on a transmis des messages sur la planification familiale, sur la santé maternelle, en particulier sur les soins prénatals et sur les soins postpartum. Donc, c'est dans ce contexte qu'on a vraiment mené cette étude. Alors, ce qu'on trouve dans cette étude, c'est que le fait d'utiliser les étudiants en soins infirmiers, c'est vraiment une manière rentable de fournir des soins de santé au niveau communautaire. Parce que non seulement ces étudiants communiquent des messages, mais aussi ils prêtent des soins et communiquent des références aussi. Donc le gouvernement de la RDC a passé à l'échelle son programme de planification familiale et aussi celui de santé maternelle et infantile aujourd'hui. Donc, ils ont développé une stratégie de passage à l'échelle et on est en train de l'expérimenter aujourd'hui dans 11 écoles de soins infirmiers pour intégrer
les concepts de genre, un élément de genre à cette approche. Donc, on est en train de mener une évaluation de processus de ce projet pour savoir quel est le niveau de qualité qu'on peut obtenir d'étudiants et étudiantes en soins infirmiers. Mais ce projet est presque terminé, et ce qu'il laisse, c'est que il permet en fait, on est en train d'observer, on est en train d'évaluer quelles sont les solutions potentielles pendant le passage à échelle. Merci beaucoup, Dr. Cage. Je vois que vous faites un travail incroyable en RDC en particulier, mais on sait tous que la RDC est un pays pas facile, et je sais qu'il a surtout beaucoup de besoins en planification familiale, en santé maternelle et infantile. Donc pour moi, c'est une étude très intéressante. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, il y en a une de plus, la dernière. Elle dit: c'est une étude intéressante. Est-ce que vous avez trouvé des tendances similaires dans d'autres pays africains? Alors, on a regardé les résultats sur les intentions de planification familiale postpartum, surtout dans des pays africains à revenus intermédiaires. Alors, pour ceux qui utilisent des agents de santé communautaire, on trouve quelques tendances similaires, mais on commence à peine. Et en fait, les mesures des normes sociales et leur relation, l'étude de leur association, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment été étudié en Afrique subsaharienne. Je crois qu'il y a quelques études en cours qui n'ont pas encore été publiées, mais je dirais que le corpus de connaissances sur ce sujet est quand même très faible. Merci, Dr. Cage. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez, on discutait avec des universités aux États-Unis sur le financement d'études sur la capacité d'agir et l'autonomie des femmes en ce qui concerne l'utilisation de la contraception. Et un de nos autres arguments, c'est que pour augmenter la demande, il faudrait qu'on examine un peu plus, qu'on comprenne quelle est l'utilisation supplémentaire qu'on peut vraiment obtenir si on augmente l'autonomie des femmes. Donc vraiment, merci d'explorer ces thèmes-là. Et c'est une étude très intéressante. Je suis d'accord, oui. Et je crois qu'il faut aussi qu'on se focalise sur les normes sociales. Qu'il faut qu'on les étudie davantage. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on sache quelles sont les interventions efficaces pour changer ces normes autour de la planification familiale. Et en fait, pas juste en faveur de la planification familiale, de la santé de manière générale. Quelles interventions, comment pouvons-nous mettre en œuvre des interventions et quels éléments devraient la constituer pour pouvoir transformer, changer ces normes sociales? Parce que parfois, on perçoit les normes sociales correctement et parfois, non. Donc, si par exemple, la désapprobation d'une communauté, si on s'aperçoit que c'est une vraie norme, comment est-ce qu'on peut changer ça? Oui, et ma dernière question pour vous, en termes d'implication de votre étude. Alors, vous savez, on parle souvent de la croissance démographique qui va très vite en Afrique et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Donc, il y a de très hauts taux de fécondité. Donc, comment est-ce est-ce que vous pouvez nous éclairer sur votre pensée actuelle autour de ça? C'est une question très difficile à répondre. Il y a tellement de déterminants en réalité. Mais de manière générale, quelle est votre opinion là-dessus? Bon. Je crois que finalement l'important, une idée fondamentale, ce sont les normes
de familles nombreuses, en fait. Comment changer ça? Si vous regardez l'indice synthétique de fécondité et que vous calculez ça en fonction du niveau d'études des femmes, vous trouverez que parmi les femmes qui ont terminé l'école secondaire, leur fécondité n'est qu'entre 2 et 3. Alors que si vous regardez, enfin en tout cas, selon les données de certaines enquêtes démographiques et de santé, entre les années 2000 et les années 2016, si vous voyez l'indice synthétique de fécondité parmi les femmes qui n'ont pas été scolarisées, eh bien, elles ont entre à peu près 5 enfants. Et il y a certaines régions de l'Afrique de l'Ouest qui ont les mêmes chiffres qu'en Europe de l'Ouest, à vrai dire. Donc, et même certaines villes en Afrique de l'Ouest. Donc, je pense que même si on pense souvent que il faut qu'on donne aux femmes accès à des méthodes de planification familiale, il faut aussi qu'on se pose la question des déterminants sociaux, et je crois que l'influence sociale, la pression sociale tendent à être très élevées. Une fois, on m'a demandé pourquoi je n'avais pas 4 enfants. J'étais en RDC et on m'a demandé ça. Donc, j'avais moins de 4 enfants et donc il faut qu'on se pose la question, quelles sont ces normes qui motivent les comportements des gens? Oui, c'est vrai, merci. Et merci pour votre présentation. Je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, 2 minutes, il nous reste 2 minutes. Mais je vous remercie beaucoup de cette présentation très intéressante. Et s'il reste des questions, peut-être que les participants peuvent vous contacter directement. Oui, bien sûr, vous pouvez m'envoyer un email, bien sûr. Et aussi peut-être... alors... Donc, oui, comme je le disais au début, ça fait 6 mois qu'on travaille à l'organisation de cette série de séminaires. Et donc, on est vraiment on est heureux de pouvoir organiser un séminaire par mois, à la dernière semaine de chaque mois. Donc, c'était vraiment un plaisir. Et la prochaine fois, on aura le Dr. Jason Bramer de Family Planning 2030 qui parlera de comment améliorer les mesures de la planification familiale. Donc ce sera une discussion très intéressante autour de ça dans le contexte africain. Mais merci encore, professeur Gage. C'était un plaisir, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde.